Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Secrets de la Recherche, une émission qui met en lumière les résultats des recherches menées en Afrique par nos chercheurs africains pour le bien-être des populations. Cette émission est composée de deux parties. La première aborde sans tabou le travail du scientifique et la seconde partie est consacrée à des questions scientifiques liées au développement ou d'ordre général. Notre discussion portera sur cette œuvre, Les blouses blanches à l'indépendance du Mali, vie et œuvre. Un travail scientifique réalisé par le professeur Ba Keïta qui nous fait voyager à travers le temps, de la période coloniale à l'indépendance du Mali. L'auteur, le professeur Ba Keïta, est un scientifique malien de renommée internationale. Dans ce livre, il nous raconte l'histoire de ces premiers médecins et infirmiers maliens qui, au cours des siècles, ont lutté contre des maladies infectieuses, les épidémies et les mortalités infantiles. Comment ils se sont battus pour améliorer le système de santé du Mali. Bonjour, professeur Ba Keïta. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien. D'accord. Alors, professeur, nous allons parler d'une œuvre que vous avez écrite. Je dirais un travail scientifique que vous avez mené. Avant même de parler de votre œuvre, qui est le professeur Ba Keïta? Vaste question, parce qu'il est difficile quand même de parler de soi-même. Disons que je suis un médecin malien qui a été formé à l'école de médecine et de pharmacie. Et ensuite, j'ai été dans le cursus hospitalo-universitaire, dans la spécialité des maladies respiratoires essentiellement. Et ensuite, j'ai passé mon concours d'agrégation en 1994 à Ouagadougou. Et à partir de 1996 jusqu'en 2017, j'ai été à l'international, et notamment à l'Organisation mondiale de la santé, où j'ai servi au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest, avec comme base Abidjan, en Côte d'Ivoire, et ensuite également au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et à partir de 2007, donc j'ai été représentant dans de nombreux pays, en Mauritanie, au Niger et en Algérie, où j'ai pris ma retraite déjà depuis 7 ans, en 2017. Mais après, je suis revenu comme représentant intérimaire au Burundi et plus récemment comme représentant intérimaire en République démocratique du Congo. Entre ces deux, j'ai été le conseiller régional de l'OMS pour la lutte contre la tuberculose dans la région africaine, et j'ai passé 5 années à Brazzaville au Congo. Voilà en résumé. D'accord, professeur. Alors, merci beaucoup pour cette brillante carrière. Vous avez mené des travaux scientifiques, à l'issue desquels vous avez produit un livre, Les blouses blanches à l'indépendance du Mali, vie et œuvre. Les blouses blanches à l'indépendance du Mali, qui sont ces personnes, si bien sûr ce sont des personnes physiques, de qui vous parlez exactement? Quand j'ai parlé le titre du livre, Les blouses blanches à l'indépendance du Mali, ce sont les hommes et des femmes qui étaient des professionnels de la santé. Essentiellement les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers et les infirmières et les assistantes sociales qui, à l'indépendance du Mali, ont accompagné, n'est-ce pas, le développement du système de santé de notre pays. Voilà, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont travaillé sous l'ère coloniale. Depuis 1918, date de la création de l'école de médecine de l'Afrique de l'Ouest, l'école de médecine de l'Afrique de l'Ouest française, jusqu'à sa fermeture en 1953. Donc nous avons eu des Soudanais, parce que c'est comme ça qu'on appelait avant l'indépendance du Mali, on les appelait les Soudanais. Donc ce sont la vie, l'œuvre et les œuvres, n'est-ce pas, de ces hommes et de ces femmes
avec les fonctions que je viens d'écrire, que j'ai essayé de retracer un peu dans ce livre, mais pas que. Alors, est-ce qu'on peut connaître l'identité de quelques-unes de ces personnalités, de ces chercheurs que vous avez évoqués dans votre livre? Absolument. Si il s'agit des Soudanais, on peut en citer quelques-uns. Nous avons le docteur Somine Dolo. Nous avons le docteur Gologo, Mamadou El-Béchir. Nous avons également le docteur Mokhtar Diop. Nous avons également le docteur Fofana Benicheni. Nous avons également le docteur comment il s'appelle encore, j'ai oublié, Safouné Traoré. Donc ils étaient à peu près 70 médecins dits africains. Vous n'avez pas cité le nom d'une femme, est-ce qu'il n'y avait pas de femmes aussi à l'intérieur? À l'époque, il n'y avait pas de femmes médecins, mais nous avons eu des grandes dames qui étaient soit des sages-femmes, je vais parler de Awa Keïta, qui était sage-femme, mais qui s'est dévoilée après dans la politique, en soutien comme étant un des responsables du RDA. Nous avons également d'autres femmes en tant qu'assistante sociale, Madame Ina Dolo Sissoko, qui fut ministre, secrétaire d'État plutôt en son temps, et qui était assistante sociale. Nous avons aussi Madame Richard, qui dirige la clinique Richard, qui est au Badjalan. Elle vit encore? Elle vit encore. Heureusement, hein, Madame Richard vit encore et nous l'avons eu à l'interviewer chez elle pour nous rapporter un peu ce qu'elles avaient connu, ce qu'elles avaient fait depuis le temps colonial jusqu'à ce jour. Malheureusement, ils sont plus nombreux. Celui qui a dédicacé l'ouvrage, le docteur Safouné Traoré, est décédé la veille de la publication de l'ouvrage. Et on est allé pour l'inviter, on nous a avisé qu'il est décédé la veille. Ils sont plus nombreux malheureusement. Mais Madame Richard, elle est là et elle est bien vivante. Elle dirige encore la clinique du Farako. Alors professeur, en quoi est-ce que ces travaux peuvent, sinon je dirais, en quoi est-ce que ces travaux sont importants pour la compréhension générale du système de santé au Mali? On dit généralement que le passé porte les germes du futur. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il est difficile de retrouver son chemin. Ce livre, on l'a fait parce qu'on a estimé que c'était un devoir de mémoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rend dans certaines structures de santé, je prends le cas de Bamako, l'hôpital du Pongé. Dans l'enceinte de l'hôpital du Pongé, nous avons des pavillons. On dit c'est pavillon Dolo, pavillon Diane Fagada Traoré, pavillon Guindo. Mais les jeunes ne savent pas qui est le pavillon, qui est Somine Dolo. Ils ne savent pas qui est Diane Fagada, docteur Diane Fagada Traoré. Quand tu descends, on vient à Gabriel Touré. Ça porte le nom de l'hôpital Gabriel Touré, mais qui il est? Vous avez évoqué Gabriel Touré dans votre livre. Qui est Gabriel Touré en fait? Nous, on voudrait un peu en savoir. Oui, Gabriel Touré n'était pas médecin. Il n'était pas médecin. Il est décédé à la tâche lorsqu'il pratiquement était à la fin de ses études médicales. Il n'était pas médecin, mais... Presque, comment dirais-je, presque, il n'avait pas soutenu. Donc, dans notre corporation, tant qu'on n'est pas soutenu, on n'a pas le grade de médecin. Donc, de par son engagement, de par sa détermination, il a fait don de son corps pratiquement à la médecine parce qu'il est décédé.
Ouais, vous le dites, nous on ne le sent pas, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement pour qu'un hôpital puisse porter son nom en fait? Tout simplement parce que le Gabriel Touré était un Soudanais et qu'il a été à l'époque, c'était l'école de médecine de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale française, jusqu'à 1953. À partir de 1953, maintenant, les Français ont changé d'appellation. Ils l'ont appelé, n'est-ce pas, l'école de médecine et de pharmacie de Dakar. Donc, Gabriel Touré était un étudiant en médecine. Et en quatrième année, il y avait la peste, une épidémie de peste à l'époque. C'était quelqu'un de dévoué. C'était quelqu'un qui faisait de la médecine un sacerdoce, comme on le dit dans notre jargon. Et de par son rapprochement avec les malades, de par l'amour qu'il avait pour les malades qui en souffraient, il a été lui-même contaminé. Contaminé par quoi? Par la peste. Et il en est mort. Donc pour les Soudanais à l'époque, avant d'être des Maliens, c'est un symbole de dévotion, un symbole de sacrifice et un symbole de don de soi pour sauver l'autre. Les circonstances de sa mort, comment est-ce que vous l'expliquez? Les circonstances de sa mort, je vous ai dit simplement, il a été contaminé et il est mort de la peste. Or la peste, c'est le contact. Voilà en résumé. Alors, vous expliquez tout ça dans votre œuvre, dans le but d'atteindre, parce que vous voulez atteindre un objectif quand vous racontez en fait toute cette histoire-là. Et vous étiez en train de bien sûr de parler de ça. On ne peut pas parler de l'avenir sans forcément évoquer, sans parler du passé en fait. Et alors, on vous a interrompu, est-ce que vous pouvez répondre là? Donc je disais que ce livre, c'était d'abord un devoir de mémoire, hein, comme je l'ai dit tantôt. Un devoir de mémoire parce que ces illustres personnes, j'en ai cité quelques-unes. Il y en a beaucoup dans le livre dont j'ai pu avoir les biographies, leurs parcours personnels et leurs parcours professionnels également, que nous avons eu à décrire là-dedans. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes ont connu le système de soins sous l'ère coloniale. À l'époque, un Soudanais pouvait être affecté au Dahomey, l'actuel Bénin, ou bien il pouvait aller jusqu'au Congo-Léopoldville, l'actuelle République démocratique du Congo. Et les gens également de l'Afrique équatoriale pouvaient venir travailler au Mali, parce que c'était l'Afrique occidentale française ou l'Afrique équatoriale française. Il n'y avait pas d'État à l'époque en tant que tel. Et donc, ces hommes et ces femmes qui ont quitté le banc, qui se sont adonnés d'abord à ce métier. Et je dois dire que le recrutement se faisait à partir de la troisième, qui est la 9e année actuellement. Il passait par un concours. Ceux qui réussissaient au concours, on les faisait partir à Dakar. Ils faisaient passer une année pour s'imprégner des sciences fondamentales. Et après, il resterait 4 ans de formation. Au début, quand ils sortaient, on les appelait des médecins auxiliaires. Et à partir de 1936, maintenant, on les a appelés médecins africains. Donc pourquoi je reviens à ce pourquoi, n'est-ce pas? C'est que ces personnels, ces personnages, n'est-ce pas, lorsqu'ils se sont adonnés à la médecine, ont créé déjà une espèce d'élite médicale. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas n'importe qui devenait médecin. C'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui devenait sage-femme africaine. C'était pas n'importe qui devenait infirmier ou infirmière africaine à l'époque. Donc,
le chemin qu'ils ont traversé sous l'ère coloniale et après à l'indépendance du Mali, ils auraient pu aller ailleurs, mais ils sont restés au Mali. Et avec l'accompagnement du président Modibo Keïta, ils ont bâti le système de santé du Mali. Ils ont mis en place le système de santé parce que sous l'ère coloniale et encore plus à l'indépendance, les maladies épidémiques étaient légion. Le paludisme, la rougeole, la variole, le choléra, et j'en passe. Tuaient des Maliens, des Maliens à l'époque, sans compter la mortalité maternelle et infantile et des maladies endémiques, telles que la lèpre, telles que l'onchocercose qu'on appelait la cécité des rivières, ou la maladie du sommeil. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce patrimoine des aînés, des anciens, a été conservé ou ce patrimoine a été détruit? Quand vous regardez le système de santé actuel du Mali, est-ce que vous pensez que ce patrimoine a été conservé ou ce patrimoine a été amélioré ou ce patrimoine a été détruit? Que pensez-vous réellement de ce patrimoine aujourd'hui? Détruit, non. Sûrement pas. Sûrement pas. Dégradé peut-être? Il y a eu parce que mon livre porte sur la période coloniale, à l'indépendance et jusqu'à 1968. C'était ça. Je n'ai pas exploré après, n'est-ce pas, l'évolution du système de santé après 1966. Ce n'était pas l'objet du livre. Vous comprenez un tout petit peu. Donc l'objet du livre était de pouvoir suivre le trajet de ces personnes qui étaient là en ce moment et après, bien sûr. Parce qu'ils ont continué à travailler pour certains jusqu'à leur décès malheureusement. Mais il y en a certains encore qui sont en vie. Je vous ai cité le cas de Mme Richard. Donc pour revenir à la question que vous avez posée, lorsqu'on avait, à l'époque, le colon français avait laissé comme legs, quoi, 2 hôpitaux. L'hôpital du Point-G, dont les premières pierres ont été posées en 1906, et l'hôpital Gabriel Touré, qui a porté le nom de l'hôpital Gabriel Touré en 1959. Il n'y avait que 2 hôpitaux. Et il y avait 4 centres d'urgence. Il y avait 24 centres de santé qu'on appelait centre médical ou poste de santé. Et il y avait des instituts de recherche qui étaient d'une part ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital dermatologie qui était l'Institut Marchou. Et avant c'était l'Institut central de la lèpre, après qui est devenu l'Institut Marchou, et actuellement l'hôpital dermatologique et l'Institut ophtalmologique tropical de l'Afrique de l'Ouest, l'IOTA. Voilà ce qu'il y avait comme legs à l'époque du système français qui nous ont laissé comme legs. Alors, Modibo Keïta faisait face non seulement, comme je vous l'ai dit, à la pénurie des ressources humaines. Il n'y avait que 70 médecins, il y avait 8 pharmaciens, un dentiste, il ne fallait pas avoir de rage dedans à l'époque, 61 sages-femmes. Pour tout le Mali. Pour tout le Mali. Voilà ce qu'il y avait comme ressources humaines. Alors, qu'est-ce que Modibo Keïta a fait? Parce que les Français ont laissé quelques médecins à Gabriel Touré et au Point-G, mais ce n'était pas suffisant. Il a fait appel aux pays dits socialistes à l'époque. La Pologne, la Hongrie, l'Union soviétique. Mais il y avait également la Chine. Il y avait le problème, la barrière de la langue qui se posait. Mais quand même, ils sont venus. Et ils sont restés avec nous. Ils sont restés avec nous. Mais Modibo a vu que ce n'était pas la solution. La solution, ce serait de former les Maliens. Donc, il y avait eu
l'école d'infirmiers et d'infirmières du Point G qui a été créée en 1958, qui formait les infirmiers et les infirmières. Mais à partir de 1963, Modibo Keïta a créé l'école secondaire de la santé pour que nous ayons une masse critique de sages-femmes en son temps. Hein? Et ensuite, à partir de 1967, l'école de médecine actuelle, ça s'appelle l'école des assistants médicaux, qui étaient les intermédiaires, ce n'étaient pas les médecins, mais c'était juste après les médecins, en 1967. Donc il avait mis ça, créé cette école des assistants médicaux. Donc l'une des priorités, c'était les ressources humaines, mais pas. Parce qu'il fallait également mettre en place les infrastructures. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait que 2 hôpitaux. À l'époque, il y avait 6 régions au Mali. Il n'y avait que 6 régions. Donc il fallait que nous mettent en place des hôpitaux régionaux. Et qu'ils équipent également ces hôpitaux régionaux. Tout ça avec l'appui de la France. Non, ça c'est, je vais vous le dire, c'est une surprise. Le budget que Modibo, l'équipe de Modibo avait alloué au système de santé était de 15% du budget de l'État. 15% du budget de l'État destiné à la santé. Modibo Keïta n'a pas attendu la déclaration de Abuja de 2001. Il avait déjà mis qui indiquait que les États doivent allouer 15% de leur budget à la santé. En 60 déjà, 15% du budget de l'État était consacré à la santé. Professeur, vous le dites déjà dans votre livre, vous l'avez évoqué, et déjà même en 2020, lorsque vous étiez en train d'écrire votre livre, je crois bien, vous dites par exemple quelque part, c'est juste une reformulation la France nous a laissé en plein vol, pour citer le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Vous racontez dans votre livre à la page 32 et 33, je vais lire cette portion de la partie, page 32. Voilà, vous le dites, je vais lire. Avant autant de difficultés qui sont accentuées par le rythme très rapide de développement et de l'extension de l'infrastructure sanitaire, l'assistance technique française continuait à pourvoir certains postes, surtout de la capitale, hôpital du Point G, hôpital Gabriel Touré, mais son apport était fort limité. Le ministre français de la coopération, sous le prétexte des difficultés de recrutement, n'honorait les demandes de médecins qu'avait parcimonie, en particulier les demandes de personnel pour les formations régionales. Pour faire face à cette pénurie en ressources humaines pour la santé, le gouvernement malien est amené à se tourner vers les pays socialistes d'Europe. Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Hongrie. On voit bien que le gouvernement ici se tourne le dos à la France pour faire face, pour aller vers d'autres partenaires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette même politique qui est mise en œuvre est la bonne? Que pensez-vous de ce qui est mis en place aujourd'hui? Il y a l'époque des années 60 qui est totalement différente de l'époque actuelle. Allez-y, expliquez-nous. Voilà, parce qu'en 60, on n'avait pas de faculté de médecine. On n'avait pas l'école de médecine, on n'avait pas de faculté de pharmacie, on n'avait pas de faculté d'odonto. À l'époque, comme je vous l'ai dit, il y avait l'école des infirmiers du Point G et puis l'école secondaire de la santé. Les autres, Modibo a pris les soins de les envoyer en formation à l'extérieur pour qu'ils puissent revenir au Mali par la suite. Et ceux qui étaient là, les médecins africains, je vous l'ai dit, c'était 70. Et ces 70, il y en avait au moins la moitié déjà qui partaient à la retraite. Donc les époques n'étaient pas, la période n'était pas aussi évidente. Bon, deuxième élément, comme vous le savez, avec l'option socialiste qui avait été prise à l'époque par le président Modibo Keïta, qui n'allait pas dans le sens de ce que le gouvernement français à l'époque voulait, il va sans dire que bon, le fait de faire venir également les professionnels de santé français n'était pas spécifiquement la priorité en son temps. Donc ceci peut expliquer cela. Pour me résumer, il fallait d'abord compter sur les Maliens. Rien ne peut se faire sans eux. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que les Maliens n'étaient pas suffisants.
Et ceux qui étaient là, il y avait déjà une grande partie les médecins africains qui partaient à la retraite. Donc obligatoirement, on était obligé de faire appel à ces pays dits socialistes que vous avez cités pour venir, n'est-ce pas, nous épauler, nous aider pour que nous puissions avoir une masse, pas critique, mais pour faire face, n'est-ce pas, aux enjeux sanitaires que je viens de citer. Autant les maladies infectieuses, les épidémies, les maladies transmissibles et surtout les endémies. D'accord. Alors, professeur, qui a financé vos travaux? Personne. Personne, comment? Personne. Non, je l'ai fait moi-même. J'ai eu à travailler au Mali et au Sénégal. Au Mali, il y a 3 sources. La première source était d'abord les archives nationales, n'est-ce pas? J'ai été aux archives nationales et j'ai cherché les documents là-bas. La deuxième source était au mémorial Modibo Keïta, pour avoir des éléments d'information également sur le temps, au temps de Modibo Keïta, et les éléments d'information qui m'intéressaient par rapport à ça. Et la troisième source d'information a été certains survivants. Comme je vous l'avais dit à l'époque, il y avait le docteur Safnet Tavré et il y a Mme Richard, je la remercie, qui était également sage-femme africaine, qui vit encore, Dieu merci. Et il y a eu les familles de ces médecins africains qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont donné des documents inestimables qui étaient au fond de leur tiroir pour que je puisse illustrer les pages de l'ouvrage. Et ensuite, j'ai été au Sénégal, à la Bibliothèque nationale de l'Université Cheikh Anta Diop, pour compléter certaines de mes informations sur l'école de médecine de l'Afrique de l'Ouest française. Alors, professeur, tout ça, ça vous a coûté combien? Je ne peux pas le dire parce que, comme on le dit, ce qu'on fait avec passion, l'argent ne compte pas. Alors, professeur, vous avez produit votre œuvre, vous l'avez mis à la disposition d'une bibliothèque, à la disposition d'une librairie. Aujourd'hui, quel message vous voulez donner à l'endroit des chercheurs de la population malienne? Il y a 2 éléments essentiels. Un, pour que les médecins, d'abord le personnel médical, qui puisse prendre connaissance de ce document, qui est un document de référence. Parce que le livre, il porte sur le chapitre pendant la période coloniale, au moment de l'indépendance et après l'indépendance. Et enfin, nous avons pris un à un chacun de ces hommes et chacune de ces femmes pour lesquelles nous avons eu des informations. Nous avons décrit leur parcours personnel, scolaire et leur parcours professionnel. Donc pour que la jeune génération sache qui ils sont. Et pourquoi on appelle certains hôpitaux, hôpital Sominé Dolo à Mopti par exemple. Pourquoi Sominé Dolo? Qui il est? Pour qu'il le sache entre autres. Vous comprenez? Et dernier élément, pour que la génération, les jeunes actuels qui sont des médecins, des pharmaciens, des infirmiers et des infirmières s'approprient ce livre. Parce que pour bâtir quelque chose, il faut bâtir sur ce qui est propre à nous, pas ce qui est copié ailleurs. Ce qui est copié ailleurs, c'est comme du sable mouvant. Mais ce qui est propre à notre système de santé, qu'ils ont bâti, que Modibo Keïta et les hommes et les femmes qui l'accompagnent ont bâti, ont mis en place, il y a du solide en dessous et qu'il faut rebondir sur ce solide en adaptant bien sûr à l'évolution actuelle du monde médical et l'évolution de la science également, mais le soubassement, c'est le système de santé que nous avons hérité de nos papas, qui sont pour la plupart décédés. Merci beaucoup, professeur. Alors, merci beaucoup, très chers abonnés. C'est ici que nous mettons fin à cette première partie de l'interview et nous allons aborder la deuxième partie de l'interview après ceci.
Merci très chers amis, merci de rester toujours avec nous dans cette deuxième partie de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube Science de chez nous et surtout à liker cette vidéo. C'est une manière de nous encourager à continuer à faire le travail que nous faisons. Alors, cette deuxième partie, comme vous le savez, c'est la partie où notre invité va piocher parmi 3 questions, il va répondre aux questions selon le choix qu'il fera. Alors, professeur Ba, alors, la deuxième partie consiste à prendre une feuille parmi ces 3 feuilles et à lire la question et puis à répondre à la question. Ça me rappelle mes années d'agrégation où on mettait dans un panier une dizaine de petits papiers et puis on dit tu viens choisir ce que votre main va désigner. Puis on piochait et puis bon, on prenait la leçon et puis bon, on allait piocher. Merci, d'accord, donc je vais y aller. Mais ici, la seule différence c'est que vous allez répondre aux 3 questions. Ah, il ne s'agit pas de choisir une des questions. Non, vous allez prendre les questions, mais à la fin, les 3 questions seront répondues. C'est bien ça. D'accord, bon ben, Voilà. on commence à... Voilà, je commence par celle-là. D'accord. Il n'y a aucun problème. La question, si vous étiez ministre de la Santé du Mali, que sera... Les réformes que vous mettrez en place. Voilà. Mais quelles seront les réformes Quelles seront les réformes, que seront les réformes que vous mettrez en place? Que vous mettrez en place. Bon, pas ministre de la Santé, mais disons acteur de la santé. Ah, je préfère ceci. Vous êtes déjà acteur de la santé. Voilà, mais c'est acteur de la santé. Ce que je ferai, c'est 3 choses essentielles. Hein. La première des choses, c'est qu'on a une politique sanitaire qui date depuis 35 ans, qui a été mise en place en 1990. On est en 2024. Ça fait 35 ans. Donc, pour moi, l'obligation est de révisiter cette politique sanitaire. L'Afrique a changé, le monde a changé, le Mali également a changé. Il y avait certaines choses qui existaient en 90 et il y a eu de nouvelles choses 35 ans après. Parce que la politique donne la vision. Et cette vision, elle doit être également adaptée au contexte. Donc la première des mesures que j'aurais pas à prendre, mais à conseiller, serait de réviser la politique sanitaire du Mali. Ça, c'est la première des mesures. La deuxième mesure serait que nous puissions objectivement revoir deux éléments essentiels de la politique de santé du Mali, les ressources humaines et de qualité. Et la faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto, d'après les informations que j'ai reçues, mais je peux me tromper, c'est environ 300 à 500 qui sortent chaque année. Insuffisant. Insuffisant parce que selon les normes de l'OMS que nous suivons, il faut un médecin pour 10 000 habitants. Un médecin. Et il faut 23 personnels plutôt de santé pour 10 000 habitants. Au Mali, nous en sommes à moins de 6. Vous voyez un peu la marge. On ne peut atteindre aucun objectif avec le tiers du personnel de santé. Quand on dit personnel de santé, médecins, pharmaciens, laborantins, sages-femmes, infirmiers, infirmières. Il faut 23 pour 10 000. Au Mali, selon les statistiques nationales, nous sommes à moins de 6 pour 10 000. Il faut que nous fassions des progrès. Mais il ne s'agit pas de former pour former. Il faut former
avec la qualité également. Donc, Et la troisième? et la troisième priorité que nous aurons à mettre en place, c'est la recherche et l'innovation. Seule la recherche et l'innovation permettent de pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à nous actuellement. Sans ces recherches orientées vers nos besoins, orientées vers les problématiques de santé que nous avons, on n'arrivera à aucun résultat. Pour moi, il y en a plusieurs, hein, mais j'en ai pris 3 essentiellement. Si vous permettez, une 4e, c'est l'industrie pharmaceutique. Le Mali importe 99% de ses produits pharmaceutiques. 99%. On ne produit rien, presque rien au Mali. On pourrait changer la donne en prenant la médecine traditionnelle, qui pourrait être notre pôle de développement de l'industrie pharmaceutique du Mali. Parce que ce sont les produits de notre pharmacopée que nos scientifiques peuvent mettre en valeur. Il y en a déjà certains produits qui sont appréciés par les Maliens. Le sirop Balemo, il est acheté par les Maliens. Et les sirops qui viennent d'ailleurs ne sont pas plus puissants que ces sirops Balemo que nous produisons sur place ici. Ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est l'industrie pharmaceutique pour que nous puissions nous-mêmes produire sur place en quantité et en qualité, en commençant par la valorisation de la pharmacopée traditionnelle et les autres qui vont suivre. Merci beaucoup, professeur. Alors, vous allez encore tirer une autre question. Alors, ça c'est déjà répondu. Ça c'est oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut une réforme du système sanitaire du Mali? J'ai déjà répondu. Ah oui, vous avez déjà répondu plus ou moins. Absolument, il faut cette réforme. Elle est indispensable. Elle est indispensable pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Parce que nous faisons face à de nombreux défis. Et nous assistons aussi, si vous voyez l'épidémiologie sanitaire au Mali, à une transition épidémiologique. Nous voyons maintenant de plus en plus des maladies chroniques, diabète, hypertension et cancer. Et mieux, nous avons également, faisons face de plus en plus à des épidémies. La Covid est la dernière. Avant ça, il y avait Ebola. Comment nous nous préparons au mieux? Je sais que les dispositifs mis en place par les autorités ont été en son temps efficaces. Mais il ne faut pas se croiser les bras. Il faut les tester et former surtout les jeunes Maliens pour que demain, dès qu'il y a une épidémie, il y a une équipe qui est déjà formée qui va sur place. On n'en a pas besoin d'attendre des gens qui arrivent d'ailleurs. Les Maliens ont la capacité de pouvoir répondre efficacement à cela. Et troisième élément, je m'arrête à ceci, la nécessité de la réforme de ce système de santé, c'est que nous avons également faire face plutôt à une évolution technologique. La santé digitale, qui pour moi est une chose extraordinaire, et nous avons au Mali quelque chose que les autres pays n'ont pas. On a une agence nationale de la télémédecine, qui est un bijou extraordinaire. Nous devrions l'exploiter mieux que ce qu'il a actuellement, pour que les Maliens, qui soient à Bamako, à Kaï, à Ségou, à Mopti, à Gao, à Kidal, à Tessalit, puissent bénéficier des mêmes soins qu'à Bamako. C'est de cela. Nous ferons bien sûr une émission plus particulièrement sur cette agence-là pour montrer aux Maliens l'importance de cette agence et comment est-ce que cette agence peut être utilisée pour le bien-être du système sanitaire. Professeur, vous allez étirer la dernière question. Question. Que pensez-vous du travail des journalistes scientifiques? Ça, c'est... Vous êtes le relais, en fait.
du travail qui est fait par les hommes de science. Lorsque, je prends un exemple, on fait de la recherche, on publie dans les revues, c'est bien, international, très bien, mais pour que ce travail-là soit connu par les Maliens et les Maliennes, c'est à travers vous. Pour que les décideurs puissent prendre des décisions en fonction des recommandations, des résolutions ou des orientations données à travers les travaux scientifiques, il faut que vous puissiez servir également de canal de transmission et de canal d'information vis-à-vis de la population qui doit savoir ce qui se passe et vis-à-vis des décideurs pour qu'ils prennent des décisions idoines pour accompagner les travaux scientifiques qui sont extraordinairement bien faits, qui sont florissants au Mali ici. Et il faut que nous puissions nous servir de ce vecteur que vous êtes pour que les travaux, les articles et également les éléments d'information qui sortent de nos facultés, qui sortent de nos instituts de recherche soient mieux connus et que vous puissiez intervenir autant sur les réseaux sociaux, mais également dans nos médias, que ce soit les médias traditionnels, mais également les médias en ligne que vous avez, pour que vous puissiez dire, voilà les travaux qui ont été faits au Mali et qui donnent une part de révolution dans ce domaine que les Maliens qui ont été explorés par les scientifiques maliens. Oui, vous avez un travail extraordinaire à faire et nous ne pouvons que vous encourager, et vous et vos autres collègues, et vous dites, allez de l'avant. Merci beaucoup, professeur. C'est ici que nous mettons fin à notre interview, à cet échange.